je dirais, le devoir, c'est de faciliter cette communication entre nos communautés. C'est important. Et aujourd'hui, votre acte est un acte noble, est un acte de communication en premier lieu. C'est important pour que vous puissiez effectivement créer cette structure associative qui va vous permettre justement de gérer et d'avancer un peu dans la construction de cet avenir, de l'avenir de votre pays en commun aussi avec l'avenir commun avec le Maroc. Vous avez besoin de ces communications. Maroc Export, dans, je dirais, sa petite contribution, mais qui est quand même importante, hein, c'est l'accompagnement de tous les opérateurs pour qu'ils se rendent. Bon, pour ce qui est de la convertibilité, vous avez raison, nous ne sommes pas des spécialistes, mais chaque chose a son temps. Je crois que l'économie marocaine n'a pas encore atteint la maturité qui va lui permettre effectivement comment dirais-je, de supporter les soubresauts et les incertitudes d'une convertibilité de sa monnaie, mais chaque chose en son temps, et nous sommes, je dirais, dans le cycle ascendant de la maturation de notre économie, et ça viendra en son temps. Alors, juste la troisième question, mais rapidement, c'était mademoiselle Bopete qui l'a posée. Sur quels critères aviez-vous hiérarchisé les projets sur la RDC, et est-ce qu'il y en a ceux qui sont aujourd'hui mis en œuvre? Vous savez, en RDC, on a un chiffre de 130 investisseurs marocains en RDC. On sait qu'il y a des projets structurants dans le domaine de l'eau, de l'électricité, de la cimenterie, etc. Mais les projets structurants que j'avais présentés, tout simplement, émanent d'une évaluation in vivo des mises en relation qui ont été effectuées lors de la mission. C'est important. C'est-à-dire les projets qui ont été discutés, il y a un questionnaire qui a été distribué aux opérateurs congolais et aux Marocains. Et effectivement, c'est sur la base de cette évaluation in vivo concrète, émanant des opérateurs, que cette hiérarchisation a été faite. Et nous espérons que les chiffres de 2014 vont montrer quand même que nous sommes en train d'aller dans le sens de la réalisation d'opérations. Vous avez intérêt, sinon on va vous couper le budget. Vous avez intérêt, sinon on va vous couper le budget par le ministère des Finances. Vous savez, nous sommes dans une dynamique de performance, de rendre compte sur les résultats. Et là, effectivement, tout le dispositif qui est mis en place, effectivement, c'est pour réaliser ce dessin et être dans cette logique de retour sur investissement. Oui, très bien. Les caravanes, il y a une évaluation qui a été effectuée lors de la 6e caravane, et dans le temps, juste sur la base, au-delà même en ne considérant pas les statistiques, c'est juste l'enquête qui a été faite auprès de toutes les 32% des entreprises qui ont participé et avait montré effectivement que pour 1 dirham investi en promotion pour ces actions-là, il y a 24 dirhams de retour immédiat qui sont. Moi, il y a un chiffre qui m'a frappé tout à l'heure, 111 millions de dirhams d'exportation. Juste pour avoir un ordre de grandeur. 1 million, 111 millions. Vers la RDC, 111 millions. Oui. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 3 mois de chiffre d'affaires dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc il faut vraiment beaucoup de boulot pour arriver au milliard. Merci beaucoup. Professeur, la fameuse... il y a une question qui est venue dans la salle, de la part de M. Bachir Tian. Lui, quand il a posé des questions logistiques, il prêchait un peu aussi pour sa paroisse. Il travaille à la Royal Air Maroc. Donc derrière, il y avait une arrière-pensée. Hein? La fameuse solidarité, est-ce qu'elle viendra par la politique ou les politiques? La cohésion. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai trouvé que les concertations nationales étaient une bonne chose parce que au Congo, nous avons deux manières de faire la politique qui sont toutes les deux très problématiques. Soit on enferme la politique dans les mécanismes constitutionnels et on confond la politique avec un cours de droit constitutionnel. Soit alors on fait la politique de la manière d'une épicerie, chacun vient avec son enveloppe pour recevoir
un certain nombre de choses. Le président Kabila a eu l'idée de faire quelque chose qui n'était pas dans la Constitution, mais qui est dans les prérogatives qu'on lui reconnaît explicitement ou implicitement. Donc c'était quelque chose de bien pour montrer que le jeu politique est en fait un jeu ouvert. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que à côté des politiciens qui étaient là sous les deux registres que j'indiquais tout à l'heure, il y a eu un travail de réflexion, de pensée, soit autour du président de la République, soit autour du président du Sénat, Aubin Minakou, qui avait autour de lui des gens pour lui proposer des idées, mais c'était un peu verrouillé, soit autour du président du Sénat, Kengo Wadou. L'analyse que ce dernier a fait à un groupe de gens, très intéressante, je vous la donne, était de dire que, premièrement, le Congo n'est pas une démocratie, le Congo est un régime censitaire, en ce sens que c'est l'argent qui détermine l'entrée en politique de quelqu'un et qui explique ce que ce quelqu'un fait en politique, c'est-à-dire gagner un peu plus d'argent pour devenir plus légitime. Donc il dit, ce n'est pas une démocratie. Comment sortir de là? Il nous a demandé ce que nous pensons. Donc on lui a dit, solidarité. Solidarité, ça veut dire que il ne suffit pas de prendre les ministres de chacun des partis qui existent. Donc aujourd'hui, on avance le chiffre de 50, ce qui est beaucoup compte tenu des ressources financières du pays. Et ce qui est grave aussi, parce que là donc, Bachir, on se retrouverait, ça encourage ce qu'au Sénégal on appelle la transhumance politique. Parce que ce qu'on voit, c'est que, moi j'ai un ami, je vous donne cet exemple, qui était au Palou, comment dire, le stock des postes possibles pour le Palou était à atteindre. Il est passé au PPRD, tout ça en 2 mois, hein, mais le stock du PPRD étant épuisé, il est passé finalement au MSR. MSR, je ne sais plus ce que ça veut dire, Mouvement pour la solidarité républicaine. Et donc on a tout ça, un phénomène de circulation qui décrédibilise la classe politique et qui en même temps affaiblit les capacités d'adhésion des gens à ce projet de solidarité nationale. Donc, dans tout cela, évidemment, il y a des choses dont on n'a pas parlé. Par exemple, la compétence des gens. Par exemple, leur adhésion à l'accountability, on n'a pas parlé. Par exemple, la trajectoire qu'ils ont eue à ce poste et ce qu'ils ont fait jusqu'à ce jour. Donc, je trouve que il faudrait peut-être que nous écrivions cette histoire des concertations nationales pour que les gens voient que ça n'était pas seulement une affaire de, une rencontre inutile parmi d'autres, mais ça a été un moment relativement important dans l'histoire politique du pays. Et ce qu'on peut regretter, c'est que puisqu'on est dans une Coupe du Monde, un penalty, on le frappe après la faute. On n'attend pas 20 minutes pour le frapper. Et ce qui se passe, c'est que depuis les concertations nationales, les annonces qui ont été faites, qui étaient des annonces fermes, 8 mois ou 10 mois après, ne sont pas suivies d'effet. Ça, c'est extrêmement mauvais pour la solidité d'un État et pour la confiance des décideurs. Merci beaucoup, professeur. On va prendre une deuxième série de questions. Là, pardon, excusez-moi. Bachir avait demandé une chose, la diaspora doit-elle rentrer ou pas? Il faut laisser chacun faire. Mais moi, je suis un littéraire. Je pense à la grande diaspora de l'époque de la Renaissance, et tous ces gens disaient à peu près, comme Joachim du Bellay, heureux comme Ulysse a fait un beau voyage, et qui un jour est rentré chez lui, passer le reste de son âge. Je crois quand même que la diaspora, tant qu'elle ne se naturalise pas dans le pays d'accueil, a vocation évidemment, d'une manière ou d'une autre, à rentrer au pays. Il vaut mieux ne pas rentrer dans un coffre en bois. Ok. Deuxième série de questions. Rapidement, Patrick. 2 points. Donc, Dr Saadra, directeur de la direction du Bureau médical marocain, je remercie tout d'abord les organisateurs pour la qualité d'organisation de cet événement et pour cette initiative.
Je remercie mon collègue qui m'a invité, Dr Yannick, et tous mes voeux à la RDC, à la République démocratique du Congo, à l'occasion de cette 54e anniversaire d'indépendance. Je remercie aussi les orateurs pour la qualité de leur exposé riche, exhaustif et très constructif. Donc j'ai 2 points pour professeur Arbi Bouraba. Donc vous avez parlé dans votre exposé de cette caravane pour promouvoir les échanges commerciaux entre la RDC et le Maroc. Est-ce que vous pouvez nous lister rapidement les facteurs clés de succès? 1. 2. Est-ce qu'il y a une cellule donc, qui veille un petit peu sur la suite d'éventuels plans d'action, une cellule par exemple maroco-congolaise, pour implémenter un petit peu ce qui a été décidé? Deuxième point pour le professeur Elikia. Donc, quel est le rôle? Est-ce qu'il y a d'abord un rôle des puissances étrangères, des grandes puissances étrangères, notamment européens et américains, pour aider les pays émergents, et notamment la RDC, dans la résolution de leurs problématiques, donc à tous les échelles? Merci. Bon, Patrick, vous serez puni parce que malheureusement c'est votre conseil qui a parlé. Alors, je remercie également les orateurs pour le côté brillant de leurs exposés. J'ai 2 questions, une pour professeur Mbokolo et une autre pour M. Baraba. Alors, concernant pour Maroc Export, ma question c'est, vous avez bien dit que le Maroc a des savoir-faire, et dans ces savoir-faire, vous avez cité les infrastructures, la pharmacie, l'électrification, mais vous n'avez pas cité les ressources humaines. Or, le pays est devenu un hub de formation pour les cadres africains, et ils sont nombreux ici. Accompagner ces cadres africains formés au Maroc pour les aider à intégrer les entreprises marocaines installées en Afrique, est-ce que c'est dans votre agenda, c'est une priorité ou pas? Quel est votre point de vue là-dessus, voilà, pour Maroc Export? Alors, pour professeur Mbokolo, je suis d'accord avec vous, professeur, la cohésion nationale, effectivement, ça passe par le projet visible de santé, l'amélioration de l'éducation, bien entendu, l'emploi, la sécurité sociale, mais il y a aussi la sécurité du territoire. Or, aujourd'hui, l'Est est envahi, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle est votre analyse d'historien sur la sécurité sociale, territoriale à l'Est? Est-ce que ce qui est fait est suffisant ou pas? Juste pour nos amis, quand on parle de l'Est, pour visualiser un peu, c'est la frontière avec le Rwanda. Hein? Je vais aller au fond pour ne pas qu'on ne dise pas que je suis corrompu. Bonsoir à tous. Je remercie effectivement les intervenants pour vos informations et pour vos discours. Ma question s'adresse principalement aux professeurs, parce que ici tous au Maroc, nous avons forcément un lien de près ou de loin avec la diaspora et donc son rôle dans les changements politiques à prévoir dans le pays. Moi, j'aimerais savoir quelle est votre analyse concernant les différents enjeux, les différentes actions à mettre en place pour éviter justement que cette diaspora, qui, comme vous l'avez dit, a un rôle déterminant à jouer, arrive sur justement des dérives, parce qu'aujourd'hui, cette diaspora fait plus parler d'elle, malheureusement, dans un contexte de dénonciation plutôt que d'un contexte de changement par l'action. Donc j'aimerais savoir un petit peu quels sont selon vous les enjeux pour justement se méfier d'une dérive dans ce sens. Merci beaucoup. Dernière question de la série. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Je m'appelle M. Bitoul, en séjour médical ici au Maroc. La première question, je l'adresse au Maroc Export. Vous avez cité ici, vous avez des projets électriques avec la RDC. Moi, je travaille dans une société d'électricité. Voudriez-vous me citer dans quel projet vous avez? Parce que je suis agent à la Société nationale d'électricité et je travaille au budget. Nulle part, je vois une action concrète avec le Maroc dans le secteur de l'électricité. La deuxième question, je l'adresse au professeur. Vous nous avez brossé un peu l'histoire de notre indépendance depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Alors, ma question est celle-ci. Vous écrivez, est-ce que pourrions-nous aujourd'hui dire que nous avons des héros au Congo?
Ouais. Des zéros, des zéros. Héros. Zéro monnaie ou bien 0, 0. Bon, alors, on va donner la parole à nos conférenciers, pour des questions. M. Bouraba, je donne vous la parole. Merci. Concernant donc la question du docteur, les 7 caravanes n'ont pas été organisées en RDC. Ces 7 caravanes ayant sillonné 18 pays, en y ajoutant la B2B récente d'il y a une semaine, on a 8 actions d'envergure sur l'Afrique, sans parler des missions, des multiples missions multisectorielles, des missions sectorielles en textile professionnel, en technologie de l'information, en produits agroalimentaires qui ont été organisés dans différents pays, donc Côte d'Ivoire, Sénégal, et des pays qui présentent des opportunités immédiates, mais aussi ce qu'on appelle les incoming missions, c'est-à-dire les invitations d'opérateurs, comme j'en ai parlé dans le secteur de la pharmacie, par exemple. Et là, effectivement, le succès, c'est tout simplement qu'on a créé des occasions ayant permis aux différents opérateurs de discuter de projets concrets. J'ai effectivement présenté le tableau de la hiérarchisation ou des perspectives de développement. Je n'ai pas parlé de l'électricité en tant que projet ayant donné, en tant que secteur qui va donner des résultats à court terme, mais plutôt à moyen et long terme. Donc si vous pouvez revenir au tableau que j'ai montré, c'est pour répondre à la question du monsieur sur l'électricité. Donc le secteur électrique, je l'ai présenté effectivement dans le domaine, dans la partie avec le vert, le tableau où il y a les... Allez-y, avant. Ah oui, c'est bon, voilà. Donc l'électricité, c'est le partenariat commercial à moyen terme. Donc là, comme j'ai dit, au terme de l'année, on verra. Dans tous les cas, nous avons mis en place une structure. Nous avons formalisé un accord de coopération avec la Chambre de commerce de Kinshasa. Ça, c'est clair. Et là, c'est un accord, effectivement, de partenariat matérialisé par un programme d'action sur, je dirais, des actions à mettre en place à court terme. Et normalement, on doit se revoir avant la fin de l'année pour évaluer les actions et tout ce qui a été entrepris et essayer effectivement de faire le suivi de ces actions. Donc voilà, je ne sais pas, ressources humaines. Les ressources humaines, c'est le capital de toute nation. Il n'est de richesse que de ressources humaines. Les compétences, j'en ai parlé dans le programme et j'ai mentionné la récente tournée que nous avons effectuée dans 6 pays par le biais de ce qu'on appelle le forum de l'étudiant. Tout simplement, on est allé avec des écoles marocaines pour présenter leur programme aux différents étudiants et opérateurs dans le système d'éducation africain. Et les écoles qui sont revenues avec des inscriptions fermes. Je ne peux pas citer maintenant le nombre, mais dépassant les 300 inscriptions. Oui, le système éducatif, la formation, prenons en charge la promotion, car c'est effectivement l'épine dorsale, je dirais, ou le substrat de tout ce que nous allons construire. Il n'y aura pas de réalisation s'il n'y a pas de compétences, s'il n'y a pas de la formation. Le professeur a parlé de la triptyque fondamentale, formation, éducation, emploi, c'est-à-dire économie, job et santé. Ce sont les fondamentaux de toute avancée économique et sociale. Et là, tout le monde le sait. Et effectivement, Maroc Export prend en charge la partie formation.
Et là, les milliards, monsieur, pour les milliards, on les réalise sur l'Afrique, pas seulement sur le Congo, mais la République démocratique du Congo. Vous savez, chaque chose a un début. Et nous sommes, comme je l'ai dit, dans une perspective moyen à long terme. Et le travail s'inscrit dans la durée. Et nous sommes ensemble en train de construire. Un opérateur ne peut pas construire tout seul. Et nous sommes avec les opérateurs en train de construire pour baliser effectivement le chemin pour réaliser quelque chose ensemble. Et les chiffres suivront et les investissements aussi suivront. On viendra dans 12 mois, vous Non, voyez, oui, pourquoi pas? Oui, j'ai dit dans 12 mois, donc avec la Chambre de commerce et les opérateurs. Vous savez, les opérateurs dans le domaine de la pharmacie sont en train de réaliser des projets très intéressants avec la République démocratique du Congo. Et là, vers le mois de novembre, on aura, je dirais, plus d'informations suite à la réunion que nous allons tenir avec le président de la Chambre de commerce islamique. Merci beaucoup. Professeur, à vous. Oui, ça devient de plus en plus chaud et donc intéressant. Sur l'Est, il y a d'abord, nous avons un très grand pays, il faut le savoir, et l'Est, ce n'est pas à côté, c'est très très loin. Et donc, vu de la capitale, 10 millions d'habitants quand même, c'est beaucoup, un Congolais sur 7, et vu des provinces de l'Ouest, l'Est paraît lointain. Compte tenu de ce que j'ai dit sur les informations, il y a beaucoup de rumeurs, et la société congolaise opère beaucoup par rumeurs. Une rumeur insistante est très très défavorable aux soldats des FARDC, dont on dit, mais ça se répète dans les rues, ça se crie même dans les rues, qu'ils sont doublement habillés, un premier costume qui est un costume civil, et au-dessus de ce costume civil, le costume militaire, de sorte que lorsque ça barde, ils jettent le costume militaire, les armes, etc., et se déguisent en civil et fichent le camp. Ceci pour répondre à la question, mais ça n'est pas une réponse exacte. Comment se fait-il que nos armes, les armes des FARDC, se retrouvent entre les mains des rebelles? Mais ce n'est qu'une réponse partielle, parce que les FARDC ont effectivement fait des efforts, et à la fin de l'année dernière, ils ont remporté un certain nombre de succès militaires non négligeables, mais des indications insistantes montrent que toujours à cause de cette fascination diabolique de l'argent, je connais peu de pays où l'argent produit des effets aussi désastreux qu'au Congo. Pour 100 $, on peut tuer quelqu'un. Pour $1 million, on vend son pays. Donc on nous dit qu'il y a dans la classe politique congolaise, au sommet des pouvoirs civils ou militaires ou policières, il y a des gens qui ont des propriétés à l'Est, il y a des gens qui sont en accointance avec les gens de l'Est, et qu'un certain nombre d'informations, jusqu'aux victoires de la fin de l'année dernière, ont exfiltré très tôt en direction des rebelles et éventuellement en direction du Rwanda. Moi, ce que je pense qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut informer les gens de ce qui se passe. Alors, parlons clairement. Je pense que ce n'est pas au ministre de l'Information de donner des informations sur la guerre à l'Est. C'est aux autorités militaires de venir expliquer aux gens ce qui se passe à l'Est, parce que eux ont la crédibilité auprès des citoyens. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi, comment dire, nous n'avons aucun projet sur la guerre de l'Est. Nous n'avons aucun projet. Nous sommes sur la défensive. Nous sommes dans le registre de l'injure, de l'insulte, de la diabolisation des autres, avec des arguments qui sont parfois à la limite du racisme. Un grand pays comme le Congo doit avoir un projet pour la région des Grands Lacs. Qu'est-ce que le Congo peut faire et veut faire? Avec ce projet, nous prenons le leadership de la région.
Et ce projet, pour le moment, nous ne l'avons pas. Tout ce qui gravite autour de cette manne, parce que la région de l'Est est devenue une manne, il y a des financements, etc., sont là à courir, à tourner autour. Donc c'est véritablement une grosse affaire. Je pense que nous devons avoir un projet. Peu de gens au Congo se soucient d'apprendre le Kirundi, le Kinyarwanda et les langues de l'Ouganda. Un grand pays, le Congo, comme le Congo, doit connaître et avoir des spécialistes des langues, de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, de ses voisins. C'est comme ça qu'on fait. La guerre, on la gagne, pas seulement par les armes, on la gagne par les connaissances géographiques, économiques et autres. Sur ce point, nous sommes en retard. Et donc ça pose la question des relations entre le pouvoir politique et le pouvoir intellectuel. Au Congo, on pense que les intellectuels veulent le pouvoir politique. Mais pourquoi veut-on qu'on aille s'emmerder avec les combinaisons politiques alors que le travail que nous faisons est un travail passionnant? On n'a pas besoin d'aller faire de la politique, mais on a besoin que les connaissances que nous produisons et pour lesquelles nous sommes payés par l'État, on a besoin que ces connaissances servent effectivement à définir la politique du pays. Donc ça, c'est un enjeu qui me semble très grave. Quant à la diaspora, je pense qu'il faut d'abord recenser la diaspora. Moi, c'est en venant ici et après nos échanges que je découvre qu'il y a une diaspora de qualité au Maroc. Comme tout le monde, je pensais que c'était des paumés qui voulaient passer par Gibraltar, qu'il n'y a pas et qui se fixe ici. Donc, il faut un recensement. Je suis désolé de dire ça. Il faut un recensement, qu'on ait les chiffres, les compétences, etc. Ça, c'est la première chose. Et quand on dit recensement, ça pose le problème de la nationalité. Parce que beaucoup des nôtres ont épousé des femmes étrangères. Donc, c'est à l'État congolais de faire valoir la nationalité congolaise de ses enfants qui font partie de son capital humain. Donc ça veut dire que sur le problème de la nationalité, on l'a demandé et apparemment les parlementaires sont d'accord, l'exécutif n'est pas d'accord. Dès lors que la nationalité congolaise est liée au fait que les parents ou les arrière-parents sont de nationalité congolaise, on ne peut en aucune manière retirer à quelqu'un et lui dénier sa nationalité congolaise, au motif qu'il aurait pris une autre nationalité, parce qu'il reste toujours le fils de la mère ou du papa qui est congolais. De cette manière, on laisse la porte ouverte à tous ceux qui voudraient, le moment venu, rentrer au pays. Cheikh Diarra, au Mali, l'ingénieur de la NASA, était citoyen américain. Il est revenu au Mali, revenu malien. Donc il faut un minimum de souplesse et je crois aussi qu'il faut des actes visibles. Notre pouvoir, on lui reproche quelquefois la lenteur à prendre des décisions, la timidité à parler des choses et aussi le manque d'actes visibles. On pense qu'il faut peut-être un ministère, c'est trop dire, un secrétariat d'État à la diaspora congolaise. Il faut peut-être, si un secrétariat d'État c'est tout de suite le combat pour les postes, il faut peut-être un conseil des Congolais de l'étranger. Il faut peut-être qu'à un certain nombre de postes intéressants, on mette des Congolais de l'étranger. Il y a beaucoup de médecins ici. L'hôpital du cinquantenaire, je n'ai rien contre les Indiens. Pourquoi va-t-on chercher un médecin indien qui ne parle pas le français, qui ne parle aucune langue du pays, alors que nous avons, et qui est payé, je ne sais pas, 20 000 $ ou quelque chose comme ça, alors que nous avons dans la diaspora des gens compétents, dont la notoriété est connue, qui pourraient raisonnablement occuper ce poste. Donc il y a un certain nombre d'actes de ce genre qu'il faut prendre parce que le temps passe, des promesses ont été faites et finalement rien ne se passe. Des héros nationaux, nous en avons. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que tous ces héros sont trop jeunes, trop récents. C'est les héros des années 60. Ça ne va pas. Il faut des héros qui mettent en lumière la continuité de l'État congolais, la continuité du peuple congolais. Donc il nous faut remonter avant les inévitables Stanley, Léopold II, etc. Et il y en a. Il y en a.
il nous faut, sous la colonisation, en dégager un certain nombre. Et il y en a. Et sur la période actuelle, il faut se montrer très prudent. Ne pas multiplier les héros nationaux, parce que n'est pas héros qui veut. Être héros, c'est quelque chose de très très important. Et il faut peut-être que dans la nomination de ces héros nationaux, que ce ne soit pas une décision politique. Le plus souvent de la part de gens qui ne connaissent pas l'histoire du monde et qui donc font des fautes. Dès lors que vous avez proclamé quelqu'un héros, vous ne pouvez plus le déshéroïser. Donc il faut désigner une commission qui ait le respect de l'opinion publique. Donc des spécialistes, des personnalités spirituelles et d'autres qui se mettent d'accord autour d'un certain nombre de gens. Et je dirais que les héros, il faut en nommer pas trop au début et régulièrement en ajouter un pour entretenir la curiosité, la ferveur autour de ces gens. Ce n'est pas par hasard que tout à l'heure j'ai pris la référence au retour de Sa Majesté Mohamed V, c'est qu'il y a des héros qui ne se discutent pas. Ils ne se discutent pas. Et il y en a d'autres sur lesquels on peut faire des discussions, évaluer le pour et le contre, et finalement se dire qu'il les faut. Dans un grand pays comme le nôtre, il faut des héros qui viennent d'un peu partout dans le pays, et pas seulement de Kinshasa ou d'un certain nombre de gens. Merci beaucoup. Bon, je vais prendre la dernière question. Je dis bien là, pas les. Donc, si je dois... Je suis désolé parce que nous avons largement débordé sur notre temps. J'aimerais que ce soit une dame. Les hommes, désolé pour vous. S'il y a une dame dans la salle qui voudrait poser une question. Bon, il n'y en a pas, donc je vais trier au hasard. Monsieur. Bonsoir. Altesse Moubake. Je remercie très sincèrement les intervenants pour la qualité de vos interventions et surtout le mérite. Ce n'est pas aussi tous les jours qu'on arrive à participer à une telle conférence, à un tel échange. Moi, je viens de Marrakech. J'ai été invité par mon ancien Blaise Ngoma et vraiment, je suis très content. Je n'en suis pas déçu. Je suis très content de cela. Alors, votre question. Alors, voilà. je demandais si je pouvais la subdiviser en trois. C'est la même question, mais qui peut se subdiviser en trois. Alors, rapidement, au professeur, vous avez parlé de la citoyenneté. Alors, ma question est celle de savoir comment la reconstruire. Vous avez évoqué un élément, la solidarité, c'est vrai. La solidarité est une valeur qu'on trouve dans la plupart des pays africains. Mais aujourd'hui, on a un sérieux problème. À l'Est, vous avez évoqué ce problème-là. Aujourd'hui, on ne sait plus exactement qui est congolais, qui ne l'est pas. Vous avez déjà fustigé le fait que on parle de Congolais, ceux qui ont des parents, c'est-à-dire le père et la mère congolais, alors que voilà, ce n'est pas une bonne base sur laquelle on peut s'appuyer. Comment on peut la reconstruire? Ça, c'est la première question. Deuxième question, la diaspora que nous sommes, c'est vrai. Moi, j'ai été à voir ce qui se passe au pays. On tend à dire, on a beaucoup plus tendance à dire aujourd'hui que la solution ne peut venir que de l'extérieur. Vous avez évoqué plusieurs raisons. L'ignorance, la misère, la précarité, ajouter à cela les antivaleurs et puis le manque de repères chez les jeunes, alors que dans la plupart des sociétés, ce sont les jeunes qui ont pu changer la situation. Mais ce qu'on constate, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que cette même diaspora, n'oubliez pas que ceux qui ont, pour ne parler que de ceux qui sont arrivés au pouvoir après le départ du président Mobutu, c'était la plupart ceux de la diaspora. Alors que les choses sont toujours allées de mal en pis. Alors, est-ce que cette diaspora je dirais, n'est pas engloutie par le système en arrivant au pays? Est-ce qu'il faut rentrer, comme disait Monsieur Bachir, ne faudrait-il pas rentrer? Mais en rentrant au Congo, on constate qu'ils sont toujours engloutis par le système et on oublie tous ces échanges, toutes ces réflexions. On trempe dans la vie de tous les jours, on fait comme les autres, ceux qui sont là. Alors,
comment faire? Faudrait-il rentrer, rester à l'extérieur pour essayer de constituer, et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, une nouvelle forme de sociabilité. Ce ne sera pas les églises, ce ne sera peut-être pas les partis politiques, parce que vous les avez tous cités, ils ont failli. Vous avez cité les églises qui perpétuent, qui contribuent à ce système. Bref, comment faire? Est-ce que par la sociabilité, ne faudrait-il pas par là rester peut-être à l'extérieur et constituer une véritable sociabilité régénératrice et novatrice? Merci. Alors, moi je vais faire une petite observation. J'avais suivi un documentaire un jour sur le millier de chaînes qu'on capte par satellite au Maroc. Il y avait un type à Las Vegas, dans la rue, qui disait, s'il y a vraiment un vrai prêcheur, c'est ici qu'il doit être. Parce que là, on est dans le temple du Satan. Ça dit, il faut aller sur le terrain, si vous voulez agir. Si vous agissez par Bluetooth, c'est un peu compliqué, monsieur. Professeur. Oui, donc on va finir. Qui est congolais? Notre constitution est trop rigide parce que elle insiste beaucoup sur les Congolais d'origine de manière un peu restrictive, mais enfin il suffit que l'un des parents soit congolais pour que on puisse avoir la nationalité congolaise. En même temps, nous savons que sur le terrain, la faiblesse de l'État est telle que quiconque veut un passeport congolais obtient le passeport congolais, sans aucun problème. C'est peut-être une bonne chose, parce que ceux qui demandent le passeport congolais sont des gens parmi eux qui ne sont pas congolais d'origine, qui ont investi dans le pays, qui s'identifient au pays, et qui veulent pouvoir voter aux élections, éventuellement se présenter aux élections. Donc cette ouverture-là me paraît être une chose positive. Mais en même temps, nous avons tendance aussi à, à récupérer l'anthropologie physique coloniale avec ses différentes classifications, et nous faisons des typologies de Congolais et de non-Congolais. On dit celui-là, non, c'est pas un Congolais n'est pas comme ça. Donc je donne un exemple qui m'est personnel. Evelyne, ma femme, est grande de taille, 1m80, et donc elle est née au Congo. Enfin, son papa, sa maman, depuis longtemps, sont des Congolais, mais elle n'en fait pas gloire inutilement. En 1998, sortant de chez elle, elle a été insultée par des gens qui lui disaient regardez cette Rwandaise, elle se cache ici, mais nous la connaissons, on lui réglera son compte. Donc nous avons des risques, si un travail de pédagogie n'est pas fait, de tomber dans une vision de la nationalité qui n'est pas politique, mais qui est raciale et raciste. Et ça serait un danger pour nous, parce qu'il n'y a pas un type congolais. Il y a des types, enfin des types. Il y a des gens qui sont des Congolais. Et donc il y a là, je pense, un gros travail qui se fait. Je pense comme l'Arbi, selon le mot fameux, il n'y a richesse ni force que d'hommes. Il nous faut des hommes. Nous sommes à peu près 80 millions aujourd'hui. Il y a de la place pour 5-6 fois plus d'habitants. Mais il ne nous faut pas des hommes n'importe comment. Il faut des hommes, donc des hommes et des femmes que le Congo va former, d'où la question de la solidarité, et avec cette formation, leur donner le goût du travail, le goût de l'entreprise et le goût du service du pays. Quant à la diaspora, moi personnellement, en 97, devant les lenteurs du changement, j'avais trouvé, j'étais à Berlin, excusez-moi de ces détails, lorsque, Kinshasa est tombé, j'avais honte. J'avais honte, mais quoi? C'est des gamins de 12-13 ans qui entrent à Kinshasa, alors que moi je suis à Berlin, à boire du champagne, à manger. C'est honteux. Donc, on a soutenu ce mouvement. Mais on a vu que pour partir immédiatement au Congo,
c'est les gens de la diaspora qui pouvaient partir du jour au lendemain. Donc des gens qui n'avaient pas de travail, qui n'avaient pas d'occupation, qui n'avaient pas d'obligation, qui n'étaient pas, je dirais, les meilleurs de la diaspora. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés au Congo, ils ont voulu, en quelque sorte, prendre leur revanche par rapport à ceux qui étaient là. Ils ont mis 20 ans pour manger. Nous, en un an, on va manger comme eux, ils ont mangé pendant 20 ans. Donc, ça donnait ce phénomène de diassa, diaspori, etc., de gens qui n'avaient pas de diplôme, qui racontaient être docteurs de l'université du Kazakhstan ou de je ne sais quelle autre institution. Donc ça a beaucoup, comment dire, abîmé l'image de la diaspora. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont à l'étranger et qui ne veulent pas revenir. Et qui viennent de temps en temps, aident leur famille, etc. On discutait hier sur le fait que, aux concertations nationales, ça a été un argument de poids, lorsque nous leur avons dit que, selon les chiffres, en mettant Western Union et les autres, plus nos compagnies, la diaspora, c'est 5 milliards de dollars, plus que la soi-disant aide internationale. Donc, vous ne pouvez pas construire le Congo sans nous. Et deuxièmement, si nous, on n'était pas là à envoyer des cars, des médicaments, etc., la ville de Kinshasa se serait soulevée 25 fois. Et vous aurez tous éliminé. Donc, faites quelque chose. Et du coup, je pense que ça commence à se faire. Mais il faut que la diaspora s'organise. Et la diaspora ici, je le vois, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des âges, des générations, il y a des compétences dans tous les domaines. Et cette solidarité fait que, moi, si on me demande, est-ce que tu connais des médecins intéressants, je dirais, il y en a de très bons au Maroc. Et je saurais à qui demander. Si on me dit, vous connaissez des ingénieurs, je sais que dans les écoles d'ingénieurs ici, il y a beaucoup de... Je dirais, là-bas, il y en a un certain nombre. Donc, c'est comme ça que les choses peuvent s'organiser au fur et à mesure. Parce que finalement, parmi les pères fondateurs des États-Unis, beaucoup ont été de la diaspora. Beaucoup vivaient en France, dans la France des Lumières, et ce sont eux qui ont permis à la nation américaine de naître. Donc, aujourd'hui, je pense que la diaspora au Congo marche la tête haute, elle est respectée par les gens, parce qu'on sait que c'est d'elle peut-être que va venir le salut. Après tout, Laurent Désiré Kabila n'est-il pas quelqu'un de la diaspora? Merci beaucoup pour votre attention, c'était très intéressant, mais malheureusement on ne peut pas aller au-delà parce qu'on a déjà débordé sur le temps qui était imparti. En sortant d'ici, on va vous convier à un cocktail juste dans la salle à côté. Et puis, s'il y a des apartés, vous pouvez continuer les discussions. Hein, et les jeunes, changer de carte de visite, n'est-ce pas? Hein, on a besoin d'ingénieurs et de médecins un peu partout. Voilà. Juste une petite conclusion, M. Bourg. C'est juste un appel. Avant de faire cet appel, je tiens à réitérer vraiment toute la fierté que je ressens en étant parmi vous. C'est d'abord un acte d'amitié, un acte de partage, et qui ne va pas, je dirais, se limiter à cette séance. C'est pour ça que je fais un appel. C'est pour que les organisateurs constituent une base de données de toutes les personnes qui sont ici présentes. Comme ça, on peut enclencher au niveau de Maroc Export déjà un B2B de la communauté. C'est important. Nous y croyons fermement que vous serez les vecteurs de ce maillage. Vous serez les vecteurs je dirais, de ce développement futur de nos relations. Donc, commençons ici et maintenant. Donc, c'est un appel à ce qu'on formalise la procédure, pas des cartes comme ça individualisées, mais nous demandons, moi je vous le demande au nom de Maroc Export, c'est qu'on ait une base de données de la diaspora, comme ça on peut effectivement entreprendre des échanges, et pas peut-être, mais on va essayer de créer des occasions comme ça de rencontres, au moins pour échanger, identifier les opportunités qui peuvent se créer entre les opérateurs. Et puis, vous pouvez, un petit mot, dernier mot de notre président, et puis on passe au cocktail. Merci. Merci beaucoup, merci pour l'appel. Mesdames et messieurs, honorables invités,
au nom de l'association des cadres et étudiants congolais au Maroc, ASECOM en sigle, je vous souhaite déjà la bienvenue au lancement officiel de nos activités. Avant toute chose, je voudrais adresser mes vifs remerciements à tous ceux ou à toutes celles qui ont ménagé beaucoup d'efforts pour la réussite de ce lancement. J'adresse donc ma profonde gratitude et ma reconnaissance à tous les membres du bureau de l'ASECOM ici présents, ainsi qu'à la société Columbus pour son partenariat avec nous. Ma profonde gratitude va également à l'endroit des autres associations congolaises existant dans d'autres villes du royaume ici présents. Je veux vous dire par le grand plaisir et la fierté qui sont les miens aujourd'hui, plaisir tout d'abord de vous retrouver si nombreux venus de partout du royaume pour nous témoigner de votre solidarité. La fierté qui m'anime est également le fruit de notre conviction que l'association, de par son état d'esprit d'emprunt, de chaleur humaine, de par sa volonté qu'affichent les membres, et grâce à la solidarité que vous nous avez affirmée, par votre forte mobilisation, posera les bases solides en vue d'atteindre nos différents objectifs. Distingués invités, mesdames et messieurs, les activités que nous lançons aujourd'hui sont placées sous l'égide d'une triple exigence que j'appellerai ici les 3 impératifs pour l'atteinte des résultats de l'association. Il s'agit de la transparence, la solidarité et l'équité. Nous avons donc une obligation des résultats qui passera nécessairement par une gestion transparente de notre association, l'efficacité et l'efficience de nos actes, ainsi que l'implication effective non seulement de tout le membre du bureau, mais aussi de toute la communauté congolaise vivant au Maroc. Honorables invités, mesdames et messieurs, les membres de l'association, de par leur clairvoyance, leur persévérance et leur sens de savoir-faire, vu les sérieuses difficultés que connaît notre population au sein du royaume, qui sont les manques d'intégration sociale, les échecs scolaires et académiques, le chômage, les pesanteurs socioculturelles qui constituent indéniablement un frein au développement de notre relation avec le royaume, ont décidé à travers d'une réunion tenue le dimanche 13 avril 2013 à Casablanca la création d'une association dénommée Association des cadres et étudiants congolais au Maroc, en ASECOM en sigle. Elle a pour noble objectif de développer la convivialité et la fraternité entre ses membres, de promouvoir les échanges et les réflexions sur les questions diverses à caractère scientifique, technique, social, économique, professionnel et culturel, à contribuer au rapprochement de la RDC et le Royaume du Maroc, à contribuer au rayonnement de la RDC au sein du Royaume, à coopérer avec les partenaires publics et privés pour mener les actions qui s'inscrivent dans le cadre de ces différents objectifs. L'atteinte de ces objectifs est tributaire de la consolidation de nos relations entre le fils et fille du Congo vivant au Maroc. Leur cohésion qui constitue un socle de la paix, donc pour un développement de nos activités. Honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire qu'il y a l'avenir qui se fait et l'avenir qu'on fait. L'avenir réel se compose des deux. C'est pourquoi nous devons travailler main dans la main en vue d'atteindre nos objectifs. Je vous invite donc à vous joindre à nous en vue de chasser le vent ordinaire qui souffle de la désintégration pour faire place à l'ouragan qui viendra certes avec l'éclosion de nos idées. Sachez que notre abnégation, notre volonté à forger un avenir radieux pour notre cher et beau pays, notre richesse matérielle et ou financière ne sont rien sans vous. Dans ce même ordre d'idée, vous devriez ainsi être les mains et les pieds de l'association, nous interpeller en cas de dérapage, car dans la danse comme dans la conversation, chacun est le miroir de l'autre. Honorables invités, mesdames et messieurs, je lance en conclusion un appel solennel à toute la population congolaise vivant au Maroc à faire de la réussite des activités de l'association leur quête permanente. Vive le Congo, vive l'association des cadres étudiants congolaises au Maroc, ASECOM aussi. Bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Je dis et je vous remercie.
porteur est ouvert, le bal est ouvert. Bon appétit à tous et à toutes.